Vous avez eu une petite moue quand j'ai dit un des plus grands photographes français contemporains. Oui, parce que dans ce cas-là, on a l'impression d'être mort. Ça a l'air d'être le discours qu'on prononce, l'éloge funèbre. Votre gloire n'est pas postée, vous êtes bien là. Oui, euh, j'espère mourir le plus tard possible d'une maladie infantile. Vous êtes né en 1912 à Gentilly. Oui, monsieur, oui. Et vous m'appelez Philippe si vous voulez. Philippe, On est alors. entre nous, on Bon. est là pour une discussion à bâton rompu pendant une petite trentaine Sur de le minutes. dos de qui? Le Pardon bâton. Le bâton, bah ma foi, un petit peu, peut-être Sur un peu le sur le mien. vôtre. Bien, Robert Doisneau, est-ce que vous êtes le photographe de Paris? Écoutez, on m'a fermé dans ces... Vous savez, les gens ont la manie de vous flanquer dans des tiroirs. Alors, comme je n'aime pas trop voyager, et on m'a dit... Vous savez, j'aime pas voyager. C'est pas que j'ai un dégoût du voyage. D'abord, ce que je n'aime pas, c'est les touristes. Je ne veux pas être assimilé aux touristes. Il n'y a rien de plus laid. Mais l'histoire de je pense l'idée du bouchon, le principe du bouchon. Vous ne connaissez pas le principe du bouchon. Vous êtes couché, comme une bouteille de vin. Le bouchon est humide. Vous remettez la bouteille verticale. Il faut vite boire le vin parce que le bouchon dessèche et le vin se gâte. Alors moi, je suis couché. Je dors et la nuit, je pense à des images possibles. Et il faut que j'aille très près, donc dans Paris ou en banlieue, mais pas à traverser l'Atlantique, parce que si je traverse l'Atlantique, le bouchon est sec et je fais rien de bon. Vous avez toujours vécu dans Paris ou dans la région parisienne, ou dans la banlieue Ah parisienne? oui. J'ai retrouvé dans un article paru en 1956, j'ai retrouvé ce qu'écrivait Blaise Cendrars dans la préface du premier recueil, enfin d'un des premiers recueils de photographies. Regardez-le, il parle de vous bien sûr, je cite Blaise Cendrars. Regardez-le débarquer à Paris, il découvre d'abord la banlieue et sa misère, le cœur lourd, puis passe chez les gens du monde, le cœur révolté par leur vanité et leur ridicule. Et il s'en va enregistrer le travail et l'usine, et il en revient ragaillardi. Les types sont bien vivants et révolutionnaires. C'était vu d'une façon lyrique, mais il n'avait pas tout à fait tort. Parce que j'oublie jamais le passage de 5 ans chez Renault, et je comprends très très bien ce qui se passe en ce moment, par exemple. Vous êtes le photographe du peuple? Il me supporte. Non, mais c'est là que je trouve les choses les plus... les plus solides. Dans les moments difficiles, ce sont vraiment des copains ouvriers qui m'ont aidé à traverser ces moments-là. Vous avez photographié beaucoup de gens au travail. Le travail Oui. le travail manuel représente quelque chose d'important pour vous? Ah, mais manuel ou pas, mais quand je vais chez quelqu'un, il est sûr que 5 minutes après, on se retrouve si c'est un peintre, dans l'atelier, si c'est un écrivain autour de sa table. Je suis toujours près des outils. Ça me plaît. Vraiment, non, puis c'est là qu'il y a vraiment le mérite, la vie. Le salon bourgeois, c'est une autre façon de travailler qui me plaît bien d'ailleurs, parce que dans le fond, on voit bien les choses quand on les regarde longuement. C'est Sabine qui est arrivée là, je vois des jambes. La voilà. On va y dire bonjour. Bonjour. Très heureux de faire de votre connaissance. Ça va bien? Bonjour. Il est en retard, monsieur Cavana. Tiens, la voilà. On va aller se mettre au bout à la dernière table. C'est pas là que ça va se faire. On va aller de l'autre côté parce qu'elle a quand même plus de lumière. Ah bon? Ici, elle a une lumière sépulcrale qui va en faire quelqu'un de très triste. Et comme Sabine n'est pas triste, Non. ça serait tricher. Alors on va aller là-bas. Voilà. C'est dommage que je vois plus clair du tout. C'est bête, hein? Il n'y a pas trop de monde pour vous? Oh non. Ben là, vous voyez, Sabine, là, c'est formidable. Là, alors, attendez, il faut une silhouette, contrairement à ce qu'on a fait jusqu'ici, une silhouette qui soit petite. Mon appareil a l'air d'indiquer des choses convenables. Attendez, ça fait quoi? Voilà. Écoutez, vous allez faire ça. C'est le vin des rues qui raconte là, Robert Doisneau. C'est les textes Ouais, de Giraud, c'est tout à fait Giraud, ça. Oui, Giraud, c'était mon copain de la nuit, qui n'a pas assez écrit dans sa vie. Le vin des rues, c'était... Voilà. Giraud, à ce moment-là, travaillait dans une galerie de la rue de Seine. Alors, j'avais fait sa connaissance dans cette galerie. Il m'avait invité à venir voir des personnages extraordinaires. Et c'était au moment où j'avais
pris la résolution de faire que des gens dans le quotidien, tout à fait moyens, sans pittoresque. Et je tombe sur Giraud qui m'a emmené voir des gens tatoués des pieds jusqu'à la tête, un type qui élevait des fourmis dans une cave pour recueillir des œufs, pour nourrir des faisans. Enfin, des trucs invraisemblables. Et Giraud est resté mon ami, enfin, un frère, absolument. Il a gâché tout ce qu'il avait glané dans la nuit, il l'a distribué jusqu'au jour où le patron du bistrot, où on allait rue de Seine, le père Fraisse, il lui a dit « Bon, je vais te parler ». Il l'a emmené dans l'arrière-boutique. Et là-dessus, Giraud est parti avec un séjour à Bréa offert par le patron. Et il est revenu avec le vin des rues. Alors, le vin des rues, il y avait le manuscrit que j'ai lu. J'ai été montrer le manuscrit à Prévert qui me dit « On le fait éditer tout de suite ». Alors, on a téléphoné à Giraud. Je me trouvais le jour de l'enterrement à Saint-Thomas d'Aquin avec Raymond et mon ami Fernand Léger. La famille était là, ou plutôt des dames habillées de noir qui représentaient la famille. Il y avait avant tout cette pauvre Jacqueline Apollinaire qui tenait tout juste debout, qui avait une grippe épouvantable, et qu'une chère amie à moi, Madame Eugenia Ruiz de Razoris de Santiago de Chili, accompagnait pour la ramener en auto et habillée de noir, exagérément, comme on l'est dans les pays d'Amérique du Sud. Je me suis penché sur les deux tombes et dans l'une, à moitié bourrée de mottes de gazon, il y avait une motte congelée qui avait exactement la forme d'Apollinaire. Et c'est ce qui m'a fait dire « Apollinaire, mes enfants, Apollinaire n'est pas mort ». La présence de Sandra par sa voix, là. Oh, cette voix lente et doctorale en même temps. Hein. Il faut pas dire le contraire, hein. Attention. Ouais. Mais je trouve aussi en plus le ton très Ah ouais. sec, comme ça, un peu détaché, un peu Ouais. cynique. Ouais. Ça, c'est bien lui, ça. C'est lui qui a eu l'idée de cet album commun sur les banlieues. Oui, j'ai été le voir à Aix-en-Provence. J'ai attendu 3 jours. Notez que vous prenez un chat ou un chien. Vous pouvez le jeter dans le feu ou lui attirer le paradis, il s'en défend. C'est ça qui compte pour une sorte de devoir à l'égard des bêtes, c'est qu'ils savent s'en défendre. Ils ne peuvent pas se défendre, ils n'ont pas le langage. Les hommes qui savent parler n'ont pas besoin de votre apitoiement. Les hommes peuvent se défendre. Un homme qui est bousculé dans la rue, il peut envoyer un coup de poing à l'autre. Oui, mais par exemple, quand il s'agit des enfants, Ah, les enfants ne m'intéressent pas. ils ne vous intéressent pas et pourtant l'enfant est chez l'homme ce qui se rapproche le plus de la pureté, de l'innocence. Non, ça et n'est de pas la- mon avis. Ça n'est pas... L'enfant n'est pas bon. Je crois que si vous en aviez eu, vous auriez pensé le contraire. Je n'en sais rien. Je ne Mais sais si pas. vous n'en savez rien, pourquoi Oui. affirmez-vous que l'enfant... Enfin, je n'aime pas les enfants. Et la procréation actuelle m'écoeure. Que reprochez-vous à cette procréation? Ben, je lui reproche de l'être une source de gain et d'argent et de cupidité. Oui, mais il ne s'agit pas de faire des enfants comme on pratique un élevage de lapins. Il s'agit d'avoir un enfant pour se perpétuer. Oui, enfin, n'est-ce pas les gens qui ont des enfants, si vous voulez. Moi, je n'en veux pas, je n'en ai jamais eu, et heureusement. Alors, vous êtes persuadé que l'enfant n'est pas un être intéressant, et moi je suis persuadé que si vous en aviez eu, vous auriez changé d'avis. Oui, pas ça, vous n'en savez rien. Si vous aviez un petit peu regardé dans la vie, les enfants, en présence d'une bête, vous auriez vu leur malfaisance. Ah bah celui-là, je l'attendais pas. Prévert, bonjour. Bonjour mon petit. C'est vous d'abord qui avez découvert de nos photographes, on peut le dire, parce que vous avez organisé sa première exposition. Oui, mais ça, c'est pas le découvrir. C'était le découvrir, ça a été de le découvrir dans une exposition. Non, j'ai connu Robert d'une façon très drôle. C'était vers 48-49, et je fréquentais beaucoup cette librairie de la Une à Saint-Germain-des-Prés. Et qui était une charmante femme, qui est une vieille copine à moi, etc., qui était là. Et dans la vitrine, il y avait une photo superbe. Et chaque fois que je venais, je regardais cette photo, elle me dit « Tu ne connais pas Doisneau ?» J'ai dit « Non, je ne connais pas Doisneau. » Et bien, elle dit « Tu perds quelque chose. » Et puis, le lendemain, sur le lendemain, j'avais la photo par Robert Doisneau et on buvait un verre.
Vous l'avez connu comme ça. Comme ça. Et vous avez décidé, c'est vous qui avez organisé cette exposition. Oui, alors là, c'est bien plus tard, ça c'est en 51. Je m'occupais d'un cabaret-théâtre, genre La Rose Rouge, à Saint-Germain-des-Prés. C'est pas tout à fait Saint-Germain-des-Prés, puisque c'est le Carrefour Bac, une Grenelle. Et dès notre premier programme, il y avait un petit hall d'entrée, on trouvait assez sinistre et pas très drôle, et on a pensé que ce serait bien de l'illustrer avec comme on connaissait beaucoup d'amis. Balançant dans la rue des bouts de pain aux moineaux, un passant s'est évadé des photos de douaneaux, pull au vert à l'envers, tirant sur son mégot, ses prévert, Dagobert aux deux magots. David McNeill. C'est écrit en quelle année? C'est une petite boîte à musique à la fin. C'est écrit en 76, je crois. 76. C'est de là que date votre rencontre avec Douaneau? Oui, parce que j'avais demandé à Robert de faire s'il avait envie, si ça l'amusait de faire une pochette, une photo pour une pochette de disque. Et j'étais un peu terrorisé parce que Douaneau, pour moi, il faut dire que je suis né dans un milieu de photographes. Ma mère est photographe, mon beau-père aussi. Et puis rencontrer Robert Douaneau, pour moi, c'était vraiment quelque chose de... Je veux dire, c'est comme un musicien pour rencontrer Mozart. Et puis j'ai rencontré un homme tellement adorable. Et on a fait cette photo. Vénus ouvre un peu sa blouse sur les murs du métro. Ne bougez plus, Robert Douaneau, c'est ce que vous dites à celui, à celle, à ceux que vous êtes sur le point de photographier? Longtemps, j'ai prétendu qu'il fallait dire au contraire bouger. Parce que comme tout est mouvement, je pensais que ça était donné une vue plus exacte de l'époque que nous vivons et de nos contemporains, que de leur dire bouger. Puis je m'aperçois avec les années que l'immobilité est un luxe extraordinaire. C'est un luxe gratuit, pas complètement gratuit, je veux dire, on paye avec son temps, on paye avec des bouts de sa vie, mais attendre, pour moi, ça me fait comme un être très très singulier au milieu de la foule. Et quand je suis immobile, mais vraiment immobile, vous n'avez pas idée, 2 heures à la même place, les gens viennent vers moi. Je suis un peu comme le platane qui attire les phoques terriers qui viennent faire pipi au pied du platane. Les gens viennent d'abord ils m'interrogent en me disant qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce qui se prépare, qu'attendez-vous? Je n'en sais rien. Je crois que la qualité d'un photographe doit être l'espoir du miracle. Contre toute logique, c'est ça. Une espèce de... Et l'appareil, votre premier appareil, est-ce un cadeau, un jouet, ou est-ce que vous en êtes saisi tout de suite comme d'un outil de travail? Écoutez, le premier appareil, c'était un emprunt. C'était pas tellement un cadeau, c'était un emprunt. J'avais prêté cet appareil, emprunté cet appareil, et il y avait un voile noir, il y avait un pied, enfin, vous voyez le genre, c'était quand même pas une poire pour le déclencher. Et j'étais très très ému. D'avoir un engin aussi précieux, je savais rien, hein, c'est une formation complètement empirique que j'ai pu avoir de ce métier. Maintenant, les jeunes qui ont tous ces appareils formidablement précis, résonneurs, ne savent pas que l'évaluation simplement d'un temps de pause, on avait un petit livre dans la poche où il y avait écrit scène de plage, soleil, 1/100 à f8, sous-bois, temps gris, déconseillé. On avait la marge entre ces deux situations de lumière. Mais j'étais complètement inconscient. Enfin, je me souviens du premier portage, appelons ça comme ça, que j'ai voulu faire sur le marché aux puces de Saint-Ouen. J'avais donc cet appareil à pied, j'avais ce voile noir, et je choisissais un sujet qui me plaisait. J'avais trouvé des joueurs de bonneto.
Et c'était, vous savez, c'est ce que j'appelle les scories de la rue, enfin, c'est très dangereux. Vous avez toujours pris des libertés vis-à-vis de vos employeurs. Vous avez dit, je leur ai volé des heures, j'ai toujours glané des images dans des conditions illégales. Ouais, c'est vrai. Et c'est rigolo, parce que l'autorité a toujours été une chose qui m'a empêché de travailler, donc qui m'a déplu. Et ces mêmes conservateurs qui me fichaient à la porte des musées, ou du moins ils me fichaient pas à la porte des musées, mais si je leur posais la question en disant, voilà, je veux photographier le gardien en train de saisir la Bastille, ça c'était un cas précis. Au musée Carnavalet, il y a des Bastilles qui ont été fabriquées après la prise de la Bastille, dans les pierres de la Bastille. Donc au musée Carnavalet, il y en a 3 ou 4 comme ça, des Bastilles sculptées. Et un jour, j'avais pensé que peut-être en demandant au gardien de prendre dans la vitrine la Bastille et la tenir dans ses bras, ça faisait la prise de la Bastille. C'était stupide, bien entendu, ça ne volait pas très haut, mais l'idée m'amusait. Et quand j'ai posé la question au conservateur, il a poussé des cris d'orfraie en disant « Mais enfin, un crime de lèse-majesté, enfin, on ne fait pas ça ». Et aujourd'hui, cette photo a servi à une étude des étudiants. Elle a été prise alors en sémiologie. Oui, je l'ai fait en cachette après ça. Et maintenant, gravement, on analyse le cheminement d'esprit du photographe qui a eu cette idée. Au Bollinge, au Beau-Quartier, vous avez toujours préféré les faubourgs, les congés payés, les dimanches et fêtes. C'est-à-dire que là, c'est plus facile pour quelqu'un qui va extraire ce qu'il trouve beau d'endroits où on ne pense que seule la banalité règne. Et c'est bien de révéler qu'il y a là des moments de beauté, de charme, d'exaltation possible, oui. Vous dites que dans les faubourgs, le spectacle y est plus généreux. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ? Oh oui, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que le faubourg, et c'est plus le faubourg maintenant, comme le grand écrémage qui a été fait de Paris a rejeté très loin, enfin beaucoup plus loin, une vingtaine de kilomètres, les gens qui se lèvent tôt, on va le retrouver dans les nouvelles cités, enfin les nouvelles villes. Alors il reste très très peu de quartiers où il y a encore ce mélange du Paris historique et du Paris populaire. Ça va en se raréfiant d'une façon très accélérée maintenant. Et vous regardez avec nostalgie les images que vous avez faites hier ? Mais je ne peux pas les regarder, mais ce n'est pas de la nostalgie, c'est du déchirement, parce que la grande quantité des gens qui sont dessus sont disparus. C'est un art funéraire, la photographie. À peine... La photographie, est-ce un art moyen ? Oh, c'est une connerie d'avoir dit ça. Oui, ça ne veut rien dire du tout, ça veut rien dire du tout. Photographie, art moyen, art sublime, art mineur. Non, tout dépend de ce qu'on peut mettre dedans. Au bout d'un moment, il se trouve que souvent les photographes ont une espèce de lassitude. Alors c'est dans cette lassitude de fin de vie qu'on fait des déclarations en disant « Oui, non, je préfère vraiment la broderie sur tambour ou je sais pas quoi, ou la musique. » Mais non, pourquoi pas? Il n'y a pas de limite à rien. Tout dépend de ce qu'on va mettre dedans. Une photo, c'est une empreinte. Une empreinte. Oui, c'est pas mal. C'est aussi un faux témoignage. Rien qu'un instant. Oui, voilà. Alors on a choisi cet instant. On ne voudrait que la vie ne soit que comme cet instant qui a été choisi. C'est complètement subjectif. Mais un instant suffit. Oui, pour tromper. Un instant de bonheur, peut-être. Ah oui, c'est bien. Il y a tellement de gens qui montrent des instants désespérés qu'il faut avoir de la reconnaissance à ceux qui montrent des instants où la vie se présente d'une façon un peu tonique, exaltante, sûre, oui. C'est vrai, un instant de bonheur, on veut le conserver. Oh, ça c'est tout à fait vrai. Je me souviens, moi, d'instants de bonheur de la jeunesse. Robert Doisneau, je crois que c'est un photographe typique, noir et blanc. Je dirais chroniqueur économique. Robert Doisneau, c'est un nom qui me dit quelque chose, c'est un écrivain. Robert Doisneau, domaine littéraire, sportif, cinéma, la musique classique. Oh, c'est un chanteur peut-être, non? Un photographe. Quel style de photo il fait? Surtout du portrait, des scènes de rue, de la vie de tous les jours.
les petits métiers. Lui, c'est pour la photo et par exemple l'écriture, c'est Jacques Prévert. Mais en ce moment, il est en train, disons, il a fait des reportages de mode entre autres pour la revue Femme. C'est plutôt des photos pendant et après la Seconde Guerre mondiale, des photos d'enfance de tous les coins de Paris, les chiens, les animaux, les quartiers pauvres, et puis les photos un peu pittoresques. Il fait essentiellement des photos de Paris. Il a fait essentiellement, beaucoup des photos de Paris, mais également à l'étranger, puisque j'ai vu aux États-Unis, je crois, des photos de Doisneau sur des scènes dans des jardins publics. Je ne sais pas si Washington ou New York. Et vous l'imaginez comment alors? Vous le connaissez bien? Assez jovial, sympathique, avenant. Je pense que c'est un vieux monsieur qui doit avoir au moins 70 ans maintenant. Oh, je dirais la quarantaine. Vous aimez pas et pourquoi? J'aime pas beaucoup parce que, j'aime beaucoup Paris, mais j'aime pas beaucoup les photos de Doisneau. Je sais pas, les perspectives. Il a un côté aussi un peu triste. Hein. Ces photos sont souvent nostalgiques ou tristes, les photos d'enfants notamment. Moi j'aime beaucoup parce que c'est un peu l'enfance pendant la guerre de mes pères et oncles. Ce qui compte, ce n'est pas tellement ce que l'on photographie, mais c'est le regard avec lequel on découvre cette chose. Le palmier, par exemple, qui est nécessaire à beaucoup pour ouvrir les yeux, moi, n'est pas nécessaire du tout. Moi, le platane m'inspire les jours où je suis de bonne humeur. Regard, cliché, instantané sur Robert Doisneau, par ceux qui le connaissent bien, à commencer par un photographe et ami, Jean Loussieff. La seule différence entre Victor Hugo et Robert Doisneau est que le second aime et pratique les calembours. Le seul point commun entre Robert Doisneau et la Pavlova est leur extrémité d'acier. Pour elle, ce fut le gros orteil gauche, celui des équilibres. Pour lui, c'est l'index droit, celui qui fait les photographies. Par contre, tout le reste les sépare. Elle dut sa gloire à la mort du cygne, alors que lui contribua à la naissance du cygne. C'est pour cette raison et pour honorer son organe magique que les Japonais le nomment Robert Doisneau et le vénèrent avec la même ferveur que le mont Fuji, bien qu'il n'utilise que de la pellicule Kodak, l'empereur Hirohito et le saké. Car ils savent que Robert Doisneau fut mis à la porte en 1939 de chez Renault, où il était photographe industriel. Bien qu'il n'ait que rarement franchi les frontières nationales, Robert Doisneau est considéré dans le monde entier comme l'un des plus importants représentants de la photographie française. Les autres étant Cartier-Bresson, Otis Piffre et Erckmann Chatrian, qui durent tous se mettre, sinon en 4, du moins à 2, pour créer une œuvre que Robert... Directrice et rédactrice en chef du magazine Femme, c'est Annick Jay du magazine Femme pour lequel vous collaborez. Robert Doisneau est toujours habillé en blanc et en noir. À votre avis, c'est parce qu'il fait des photos en noir et blanc? À mon avis, c'est parce que il n'accorde pas, je crois, une importance primordiale à son allure. Et en même temps, son allure est recherchée tout en étant une allure passe-partout. Robert, maintenant, avec son imperméable beige, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il grêle ou qu'il fasse très chaud, a toujours cet imperméable beige. Ses costumes, en effet, dans les tons gris ou noirs, finement rayés, avec des pullovers beige à col roulé. Eh bien, Robert a une allure qui ne n'appartient qu'à lui. Et à mon avis, il aurait tout à fait tort d'en changer parce que là aussi, il ne ressemble à personne et il est vraiment lui-même. Elle a oublié la casquette aussi. Oui. Mais enfin, en réalité, voilà une dame qui a beaucoup de patience avec moi, qui m'offre de faire des photos de mode. Et j'y connais pas grand-chose. Mais en réalité, c'est les personnes qui ont le plus de talent dans les photos de mode sont les mannequins. Et on dit mannequin, ça fait porte-manteau, mais c'est pas vrai du tout. Ce sont des ballerines qui improvisent devant l'objectif. Il suffit de choisir. Alors sur votre look, pour employer un mot à la mode, évoqué par Annick Jay, quelle est la part de vérité? Tout est composition ou tout est spontané, naturel, instinctif? L'imperméable beige, il est là, posé par terre. La veste finement rayée, elle est là aussi. Oui, oui. Non, mais c'est tout à fait... Jean Loussieff. C'est un monsieur qui aime beaucoup sortir, aller au restaurant, par exemple? Je crois qu'il aime bien les petits bistrots, mais enfin, parmi les choses qu'il aime, je crois qu'il aime, ou qu'il aimait du moins, parce qu'il n'a plus le droit, il me semble, c'est de boire du bon vin. Et c'est un grand spécialiste en la matière. Il a écrit dans le livre sur la Loire des pages immortelles sur les vins. Alors on connaît les lieux, les atmosphères dans lesquelles vous êtes bien. Je veux dire, ça se voit en transparence dans vos photos. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître les lieux que vous n'aimez pas du tout et vous vous sentez comme un poisson hors de l'eau. Il y en a quelques-uns que j'évite beaucoup. Oh là là, tout ce qui est officiel. Les lieux où les gens qui ont d'autorité, l'ordre,
les représentants de l'ordre. Vous savez, il y a l'ennemi de l'image photographique, c'est d'abord le ferricyanure de potassium, parce que ça détruit l'image argentique. Et au même titre, le képi. Le képi, circuler, il n'y a rien à voir. Ça, c'est une formule absolument de Coluche. Terrible pour un photographe, en plus. Oh, mais il faut s'arrêter et regarder. Alors voilà, j'aime pas ça. J'aime pas non plus le milieu turfiste. C'est drôle, je sais pas pourquoi. À part ça? À part ça, le reste, je m'en accommode. Ah, les militaires, d'une façon générale, oui. Oui. Dans le questionnaire de Proust, on dit si vous deviez détruire quelque chose, enlever quelque chose dans votre environnement. Annick Jay. Quand est-ce qui vous agace le plus? Quand il veut jamais quitter Paris. Parce que vraiment, j'essaie par tous les moyens, j'ai tout essayé avec Robert pour parvenir par hélicoptère, par avion, avec voiture, avec chauffeur, tout en train, en Orient Express, de lui demander de faire ces stars internationales à l'étranger ou en dehors de Paris, en province, ou des reportages. Et Robert ne veut pas quitter Paris. Il n'y a rien à faire. Il me dit non, Annick, je veux rentrer ce soir. Je ne quitte pas Paris. Vos racines sont dans les pavés? Ouais, puis je suis monolingue. Alors, il faut que je parle toujours avec les gens que j'ai photographiés. Après, je m'excuse, ou avant, je leur demande. Mais je ne peux pas procéder avec des gestes. Enfin, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que j'irais faire à l'étranger? D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'étrangers que de Français, vous savez bien. Mais vous y avez déjà été? Oui, c'est pas. On m'a expédié, mais c'était des erreurs de parcours. Ça. Vous avez été reculon à l'étranger? Non, il paraît que je suis très bonne humeur là-bas, parce que on part toujours avec un copain journaliste qui lui va faire le texte, et il paraît que je suis d'une humeur délicieuse. Mais le matin où je vais prendre un aéroplane et que je me rase, je me vois dans la glace, je dis pauvre imbécile, qu'est-ce que tu vas faire sur cette lampe à souder à travers l'Atlantique? C'est vraiment pas indispensable. Voyons. On en vient à votre métier, à votre art, la photo. Premier regard, celui d'un luthier célèbre, c'est Étienne Vatelot. Au fond, c'est un homme qui analyse tout avec son regard. Oh, Étienne Vatelot, il me fait bien d'honneur de s'être penché sur mon cas, parce que moi, j'ai l'oreille complètement friche. Il n'y a pas quelqu'un de moi, musicien. Parce que je connais bien les chansons populaires, mais la très grande musique, alors, je ne connais qu'une seule grande musique, parce que c'est un copain qui m'a donné le disque pendant la guerre, qui est très rayé, que j'écoute de temps en temps. C'est le concerto brandebourgeois numéro 5. Et si Étienne Vatelot savait ça, il serait fou. Mais il faut le voir, Étienne Vatelot. Ouvrir un Stradivarius comme on ouvre des huîtres. Enfin, c'est fabuleux, la sûreté de main de cet homme. Et la gentillesse, la simplicité. Sabine Azéma. C'est très étrange le rapport qu'on peut avoir avec un photographe, hein, parce qu'on se dit qu'il va voir plus que les autres. Alors on a intérêt à faire sa toilette intérieure et vite fait, quoi. Parce il photographie pas que le visage, il photographie ce qu'il y a dedans. Et ça, faut le savoir. Et, ça vous aide à vous tenir pas trop mal, peut-être. Hein. C'est l'œil du voyeur. En réalité, vous voyez, c'est pas seulement la forme plastique du visage ou du corps qui m'intéresse, mais quand, par exemple, Sabine Azéma, quand je me balade dans Paris, c'est toujours comme ça que ça commence, c'est-à-dire le temps perdu. Et ce contact qui passe... Alors, le contact, c'est marrant. Alors ça, voilà, une question qui est très, très étrange, parce qu'il y a des gens, vous pouvez rester avec eux plus... C'est d'ailleurs, bon, vous ne connaissez pas l'œuvre de quelqu'un. Pour faire une bonne photo, c'est mieux de savoir si l'écrivain a écrit tel bouquin ou le peintre a fait tel tableau. Si vous ne connaissez pas, alors là, il y a une espèce d'intuition. Ça marche ou ça marche pas. Il y a des gens hostiles ou qui possèdent la science infuse. Alors ça, c'est vraiment pur. Alors, parce que le métier que nous pratiquons, vous comme moi, on apprend quelque chose tout le temps, tous les jours. Quelqu'un vous invite, vous enrichit, enfin, vous montrant quelque chose qu'on ignorait. Et c'est ça, il faut être perméable et puis laisser la porte ouverte. Qui vous n'avez pas photographié et que vous auriez aimé photographier? Ah, je sais pas. Non, je sais pas. Qui? Sur le coup, dans l'histoire. Il est un peu tôt. Oh, Louis XVI. C'est mon héros. C'est un type qui a eu tellement la poisse. Il est mal tombé, ce pauvre bougre. Alors, ça aurait fait un très bon serrurier dans le faubourg Saint-Antoine. Et puis, le voilà roi de France, avec tous les ennuis, faisant des gaffes, entouré, très mal entouré, avoir des types qui donnent des mauvais conseils.
Louis XVI, j'aurais fait un bon portrait de lui à l'étau. Voilà, oui, c'est ça. Dans ceux qu'on appelle les grands de ce monde, les contemporains, il y en a quelques-uns qui vous inspirent? Maurice Baquet. Vous savez qu'il a eu une formule tellement merveilleuse à laquelle je rêve bien souvent. Il a donc intitulé, pas la somme de ses travaux, mais une grande partie de ses travaux sous le titre « 3 secondes d'éternité ». 3 secondes d'éternité, c'est un peu volé à Jacques Prévert. Jacques Prévert a fait un poème qui s'appelle « Jardin ». Jardin, c'est le parc Montsouris. Et il dit, il parle pas de 3 secondes d'éternité, il trouve cette le jour où tu m'as embrassé, où je t'ai embrassé, au parc Montsouris, sur la terre, à Paris sur la terre qui est un astre. Voilà. Ça part d'un petit truc, et puis ça, boum, ça s'en va dans le firmament. Robert est un gars secret, timide, enfin... Vous voyez ce que je veux dire. Alors, je pense qu'il a peut-être commencé à photographier des objets, peut-être. Enfin, la rue, le pavé, les balais, les bars. Puis petit à petit, les êtres humains ont fait leur apparition avec les gosses. Sûrement, il a photographié des gosses tout en leur indiquant bien, de temps en temps, ce qu'il fallait faire, mais en leur mettant tellement en confiance que c'était très beau. Puis, alors, justement, ce qui me concerne, je me demande aussi souvent pourquoi Doisneau m'a pris comme modèle. Peut-être, d'abord, je suis un copain, et puis peut-être que je suis un des rares adultes. À votre avis, quelle est la photo qui lui tient le plus à cœur? Je me garderai de l'affirmer parce que je crois que Robert est un homme très secret. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vu certaines de ses réactions au fur et à mesure où il me donnait des photos pour le journal. Et, par exemple, je l'ai vu me donner avec beaucoup de tendresse une image inédite de Jean Cocteau. Jean Cocteau qui surgissait de sa chambre et l'on voyait derrière sa femme de ménage qui était assise. Et c'est une très, 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 très belle image, en effet. Et il me semble, si je me souviens de la manière dont Robert Doisneau m'a donné cette image, qu'elle doit lui tenir à cœur, certainement, particulièrement. Cocteau, c'est un homme d'une très grande amabilité. Il s'arrangeait pour être disponible. Je crois qu'il se faisait bouffer son temps par des tas de gens. Alors cette femme qui était plus qu'une femme de ménage, une espèce de majordome chez lui, son rôle était un peu déconduire. Mais si lui voyait le regard du type, pourquoi vous venez mon ami, dites-moi, j'essayais de faire quelque chose pour vous. C'est un type charmant. À la question qu'Emmanuel Moreau a posée à Annick Jay, de savoir quelle est la photo qui vous tient le plus à cœur, vous répondez quoi, vous? Je ne regarde jamais. Je ne regarde jamais parce que ça vous... c'est la jeunesse enfuie que vous retrouvez. Et donc, ça vous donne un sentiment de... Sabine Azéma. Moi, j'étais très émue parce que Robert m'a emmenée dans les coins, dans les endroits où il avait photographié autrefois Brassens, Blondin, Sandrard, Prévert, évidemment, que des hommes, vous voyez. Et tout d'un coup, il emmène une jeune femme dans les mêmes endroits. Et je crois que ça a dû l'amuser. Moi qui n'ai pas l'air d'une fille de banlieue, hein, je pense pas. Donc ça devait l'amuser le contraste entre certains coins peut-être destinés plus à des hommes, de m'emmener là. Alors on a été par exemple rue Watt. Ça, la rue Watt, c'est une de ses rues préférées. C'est une rue un peu inquiétante, une rue d'ailleurs dans laquelle il avait un petit peu peur de m'emmener parce qu'il avait peur qu'on se fasse attaquer par des loupards. Alors il aurait voulu qu'un ami vienne me protéger aussi, mais non, on a fait vite quelques petites photos, la voiture toute prête, vous voyez, comme dans les western, on aurait pu sauter dedans s'il y avait eu un problème. Et c'est vrai que là, il a créé une mise en scène, et une mise en scène un petit peu inquiétante, comme dans un film policier. Et moi, je me prête à ça aussi, c'est-à-dire que dans cette rue, j'ai relevé mon col, tout d'un coup, j'ai eu l'œil sombre, j'avais pas du tout envie d'éclater de rire. Je me croyais dans un film de Melville, je me croyais dans un... Bon, c'est amusant, j'ai joué un petit rôle avec lui. Pas à pas avec Robert Doisneau, Sabine Azéma une fois. On voudrait lui apporter
beaucoup, vous voyez. On ne se laisse pas photographier. On voudrait apporter plus. On voudrait fabriquer la photo avec lui parce que Robert ne se contente pas de photographier une dame. Il photographie un tableau, il photographie une situation, il photographie des gestes, il photographie une théâtralité, une poésie, et on cherche avec lui, on cherche à trouver ensemble, comme quand on est comédien, avec le metteur en scène, on cherche à apporter le plus de choses possibles dans une scène. Avec Robert, on cherche à trouver aussi le petit moment de grâce qui fera que la photo sera bonne et poétique. Quand elle dit on cherche, c'est vrai, vous cherchez à deux quand vous... Ah oui, bien sûr. Oh, bien sûr. Alors là, c'est la même histoire que pour les dames qui proposent des attitudes pour les mettre en valeur la robe. Il faut laisser au modèle... faut pas être trop dirigiste, il faut lui laisser faire. Puis dans le cas des comédiennes, alors là, c'est très simple. Hein. Elles le font si bien. Jean Loussieff. La vraie source, la vraie inspiration, ce n'est pas tant de regarder ce que font les gens et d'avoir l'envie de refaire la même chose. La vraie inspiration, pour moi, c'est d'avoir envie de faire. Il y a des musiques qui me donnent envie de faire, il y a des images, des textes qui me donnent envie de faire, des odeurs et des lumières qui me donnent envie de faire en général. Et tout ce que je lis, tout ce que je... Je vous ai vu en photo avec une petite caméra vidéo. C'était un essai malheureux? C'est pas un essai malheureux, mais en réalité... Les photos, on les fait d'abord la nuit dans sa tête, où le sang irrigue bien la cervelle, et on le fait, enfin moi la photo c'est une goutte dans le temps, de cette cascade du temps qui passe, on prélève une goutte, et en réalité là la vidéo ou le cinéma c'est plutôt voir le déroulement d'un ballet. Et j'ai pas bien su le faire, ce film. Enfin, il y avait des trucs rigolos dedans. Bien sûr, un chauffeur de taxi qui dit le bateau ivre avec des interjections passe-don et connard. Rimbaud n'avait pas dans le texte, évidemment. Et ça, c'était pas mal. Mais à la fin, c'était au marché de Saint-Denis. Et il y avait toutes ces Antillaises avec leur robe à fleurs. Et on pouvait terminer le film avec une espèce de bouquet, comme un feu d'artifice, avec toutes ces fleurs dansantes sur les épaules, sur les reins de ces femmes. J'ai pas su faire ça. Maintenant, je le regrette. Et si c'était à refaire, mais il est trop tard. Pourquoi? Trop tard, bah écoutez, vous avez vu l'âge que j'ai, non? Mais enfin, il y a combien de temps que ça s'est passé, ça? Il y a 1 an. Ah oui, Et quand vous êtes de l'autre côté, c'est-à-dire pas derrière la caméra, mais devant le petit écran, vous jugez comment les réalisations de l'audiovisuel? Oh, je trouve ça épatant, hein. Ça marche très bien. Ils font bien leur métier, tous ces gens-là. Ah bon, vous n'êtes pas critique, vous faites pas ceux qui hurlent avec le loup. Oh, pas du tout. Du tout, je trouve qu'ils travaillent merveilleusement bien. Sabine Azema. En fait, je pense que... Qu'est-ce qui, à votre avis, agace le plus Doisneau? La vanité. La vanité, je crois que c'est ce qui le choque le plus. Et il ne le montre pas. Moi, je le connais, donc je sais qu'il se rétracte devant un vaniteux, devant quelqu'un de suffisant, quelqu'un qui croit en son rôle, quelqu'un qui joue sa fonction. La vanité choque Robert. Et quand il est sur le terrain, qu'il fait des photos de personnalités, d'écrivains, de musiciens, de comédiens pour femmes, parfois il revient et il me dit... il me laisse entendre, parce que c'est un homme très délicat, il ne médit jamais, il ne dénigre pas les gens, simplement il ne les voit pas quand il les aime pas, mais il me dit qu'à l'occasion certains d'entre eux ont fait la roue, c'est-à-dire ont fait le pan, ont fait la roue, et je le vois pratiquement sur la photo. Jean Loussieff. Est-ce que vous lui connaissez des marottes ou des hobbies? Ah oui, absolument, je crois qu'il n'aime pas les cons. Alors la vanité et CONS, là-dessus. Oh oui, bah oui. Vous savez, la vanité, c'est la chose la mieux partagée dans le monde actuel? Non, des gens très simples, très charmants. J'ai vu des gens très... Monsieur Duby, par exemple, c'est un personnage formidable. C'est un très grand savant. Enfin, il se balade dans le Moyen-Âge comme moi dans les rues de banlieue. Et il est très... Je crois qu'il a des vrais goûts de luxe, c'est-à-dire pas la Rolls-Royce et les manteaux de Vison, mais le vrai luxe, c'est l'indépendance et la liberté. Et ça, c'est un luxe qui devient de plus en plus rare et qu'il a été un des rares à préserver et à conserver. Alors vous êtes d'accord avec moi, la vraie réussite, c'est de faire ce que l'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire? Tout à fait. Tout à fait. Ça demande aussi des sacrifices matériels. Oui. C'est bien. C'est dur d'échapper à des systèmes?
Oui, alors oui, ça c'est encore une maladie actuelle, c'est on vous classe. Hein. On vous classe, on vous fout dans un tiroir, et si on fait un petit peu quelque chose à côté du tiroir, ça déroute les gens. Il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, j'avais fait travailler pour la Datar. Et j'avais fait des photos de maison, j'avais travaillé en couleur et sans aucun personnage. Et ça a dérouté les gens en disant « Oh, j'aime pas du tout les photos que j'ai faites pour la Datar ». En réalité, c'était autre chose. Au lieu de décrire, on suggérait. La vie des gens de banlieue, on ne montrait pas des banlieusards dans ces nouvelles cités, dans ces villes nouvelles, enfin Évry, il y en a tout autour de Paris, de ces villes. Et simplement, les gaffes architecturales des gens qui avaient construit des parallélépipèdes qui sont des classeurs et ouvriers. Les ténèbres ne sont jamais seules. C'est pourquoi, quand le dormeur éveillé, mais encore à demi plongé dans ses 1001 nuits, rencontre Robert Doisneau, qui lui sourit dans la pauvre lumière de la périphérie, il sourit aussi et se laisse tirer le portrait. Sans méfiance, car quelque chose lui dit qu'il est en pays de connaissance et qu'il a affaire à un compagnon du voyage, un compatriote de la vie. Alors, du plus défait, du plus dévasté des visages, surgit une lueur presque heureuse, un flash, et la photo est d'une simplicité bouleversante, tout simplement parce que le photographe a été bouleversé. Et c'est encore le mystère de la chambre noire qu'aucun rouletabille jamais n'a élucidé, tout comme un portrait à la main, et que le peintre ou le photographe soit bon ou mauvais, c'est toujours quelque part un autoportrait. Le Rolleiflex ou la boîte de Pandore, ça sort de la même usine que personne n'a jamais trouvé. Cela, Robert Doisneau le sait, et lorsqu'il travaille à la sauvette, c'est avec un humour fraternel et sans aucun complexe de supériorité qu'il dispose son miroir à alouette, sa piégerie de braconnier, et c'est toujours à l'imparfait de l'objectif qu'il conjugue le verbe photographier. Ah ben Robert, tu as reconnu, c'est de Jacques Prévert. Quand je vais à Paris, je vais à Paris. Oui. J'ai le petit bistrot où je vais déjeuner, au Châtelet, puis un autre où il y a le casse-croûte avec le jambon d'Auvergne, puis le Beaujolais. Puis j'ai des amis, soit imprimeurs, soit artisans, soit bouquinistes. Et je ne suis pas du tout dans une ville anonyme. Tous ces gens existent, ont leur caractère, et puis eux-mêmes sont des indépendants. Enfin, je peux aller de saut de puce comme ça. Les gens viennent à vous si on est immobile. Vous savez qu'il faut être dans l'état du platane contre lequel les chiens viennent pisser. Et je suis le platane. Et j'adore ça. Et je me plante à un endroit immobile. J'attends rien de spécial, mais j'espère qu'il va venir. Les gens transportent avec eux un trésor dont ils sont complètement inconscients. Alors on montre que ce trésor existe. À partir de ce moment-là, ils peuvent dire « Ah oui, mais ça m'appartenait. Je ne savais pas que j'avais ce trésor avec moi. » Là, je révèle le truc. Et ça, c'est mon rôle social, de montrer. Ici, à Paris, avant de faire une photo dans un café, je dois prendre l'équivalent d'une dizaine de litres de Beaujolais. Ça ne dure pas le même jour, bien entendu. Je reviens jusqu'à ce que je fasse partie du décor, que je sois fondu, que je me sois fait des complices. Alors, à partir de là, on peut commencer à... Il y a tout de même une grande part de timidité qui est heureuse parce que ça évite de piétiner les jardins secrets. Maintenant, ce qui empêche d'être timide au point d'être paralysé, c'est l'appareil photo. L'appareil photo est comme le casque pour le pompier. Dans le fond, je fais des autoportraits. Hein. Si j'ai beaucoup de pitié, c'est parce que j'ai pitié de moi. Et que je m'aime bien tout compte fait. Et que j'aime bien tous ces gens-là. Et que le petit moment de bonheur qu'ils ont volé dans leur vie... L'ennemi de l'image photographique, c'est d'abord le ferricyanure de potassium, parce que ça détruit l'image argentique. Et au même titre, le képi. Le képi, circuler, il n'y a rien à voir. Oh. Ben oui, on est tenté par le temps. Mais cette lutte avec le temps, arrêter le temps, ça a été c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors on arrive à un endroit qui vous semble
bien, qui vous donne un petit choc, où les choses se composent harmonieusement dans l'espace. Et puis on se délimite un cadre, on dit voilà, c'est mon petit théâtre, à gauche c'est comme ça, le portant de droite je l'arrête là, le plafond le voilà, le sol ici. Et puis on attend. On attend avec une espèce d'espoir complètement fou, irraisonné. Et puis les gens viennent se mettre dedans. Et cloc, on fait la petite photo. Mais je cours pas après les gens, je suis pas le reporter, le chasseur d'images, quelle blague. Alors c'est moi qui suis chassé par les images. Devenir un petit photographe sautillant, c'est vraiment une preuve de désobéissance. Car la désobéissance et la curiosité sont les deux mamelles. C'est-à-dire que j'étais le fils du jardinier invité à jouer avec les enfants du château, quoi. C'est ça, mais c'était facile tout de même, parce que les gens qui ne foutent rien sont très beaux. Pensez, ils passent leur temps dans la baignoire, ils sont brossés, astiqués, puis bien habillés en plus. Non, les femmes sont très très belles dans ces grands bals où j'allais faire des photos. Acrobatiquement, c'est pas facile à faire. Mais je voyais vite et j'étais pas maladroit pour ça. Le reste, pour les photos de mode, j'y comprenais rien du tout. Un photographe qui est intelligent, il est foutu, il ne fait plus de bonnes photos. Il faut être une bête, il faut être un braconnier, il faut avoir cette espèce d'instinct de pickpocket un peu, oui. Et puis aussi ce truc qui fait que l'on aime brusquement. Moi j'ai un dada qui est toujours le même. J'ai prétendu un jour qu'une image pour être bien lisible doit avoir la forme de l'alphabet. Hein, le V, le A, le O, le I, le L, enfin tout ça. Bon, ça c'est une idée, un dada. J'ai dit ça un peu pour agacer, oui. Oui, mais enfin c'est pas mal quand ça se compose d'une façon géométrique. Après j'ai pensé que c'était pas une lettre de l'alphabet, que c'était un signe de la signalisation routière, la croix, la courbe. Comme les gens sont plus dressés maintenant à obéir aux signaux, plus qu'aux caractères de l'alphabet. Peut-être qu'une photo qui est en doda, nous en croisement, au virage, va être comprise tout de suite. Mais ça, alors ça, on peut mettre ça dans mon... Regardez. L'ivresse, hein, jusqu'à en être complètement sous de regarder. Je pense bien. Vous savez, quand une journée de balade, mais depuis le matin jusqu'à la tombée de la nuit, avec le petit arrêt dans un bistrot pour manger un sandwich, quand vous avez fait une ou deux photos dans la journée, c'est fou. Alors le moment du déclenchement, là, vraiment, on est très tendu. Parce qu'on est pris par le truc en disant je vais la rater, je vais la réussir, je vais la rater. Toc, elle y est, je suis passé un peu à côté, enfin je crois qu'elle est bonne. Oui, ça c'est le grand luxe, c'est d'être seul. Ça, c'est épatant. Il y en a peu qui supportent, qui n'ont pas l'espèce de vertige que donne la solitude. Mais ça, je le supporte très bien. Parce que je vois... C'est pas vrai qu'il faut tout montrer, c'est pas vrai. Il faut garder toujours un espace qui est préservé par la pudeur, mais qui est pour les autres un espace de rêve dans lequel ils vont pouvoir bâtir. Après avoir fait des photos fermées pendant une époque, qui étaient des petites histoires fermées sur elles-mêmes, je pense maintenant que l'image doit être une graine qui va germer dans l'esprit de l'autre. Alors il faut laisser du jeu et ne pas... On voudrait que la vie ne soit que comme cet instant qui a été choisi. C'est complètement subjectif. C'est un art funéraire, la photographie, parce que la grande quantité des gens qui sont dessus sont disparus. À peine pris, c'est déjà du passé. C'est le rétroviseur, on regarde tout en arrière. Ah, c'est ça, cette envie d'agripper ce temps qui passe, ces nuages qui foutent le camp. Mais il n'y a rien à faire, c'est la chaîne de M. Segui. Je préfère ceux qui se collectent avec la vie rugueuse, ou les voyous, ou les gens des halles. Ces gens-là m'intéressent beaucoup, parce qu'ils ont payé de leur personne. Et moi, si je pars demain avec mon petit appareil dans les rues, là, je paie de ma personne parce que je suis rudoyé par les flics, avec les gens, ça va bien. Parce qu'il me semble, maintenant, j'ai l'apparence de quelqu'un d'âgé, et on dit, ce pauvre. Je refuse de montrer le côté noir de la vie. J'aime pas la laideur. C'est-à-dire que non, ça me fait physiquement mal. Je veux dire que quand on dit reggae, ça évoque un petit peu la grosse rigolade de fin de banquet. Ça, j'ai horreur de ça aussi.
Mais la petite mélancolie, l'attendrissement, là, c'est peut-être des valeurs mineures, mais sont celles qui... J'ai réussi, mettons 300 photos, hein, au maximum, 300 photos, qui résistent au temps. 300 photos au centième de seconde, ça fait que jamais que 3 secondes de réussite en 50 ans. Alors j'ai pas... Le piéton qui va à l'obélisque et à la Concorde, il a bien de la veine d'arriver vivant, hein, parce que c'est la meute, et puis on essaie de... C'est pas commode d'attraper un piéton, c'est comme les pigeons. Ça saute.